Salut les marques, salut les sparks, bienvenue dans Catch Up, je suis Rigside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch toutes les semaines. On résume, on analyse les émissions de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown, les PLE, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier PLE de la saison, le premier gros événement de la WWE. On remet les pendules à l'heure puisque WrestleMania s'est passé depuis quelques semaines et on se retrouve à Puerto Rico pour Backlash 2023. Pour m'accompagner dans cette analyse chic-choc sous le soleil, ce bon vieux papy. Bonjour papy, comment ça va? Bonjour les petits enfants, bonjour Rigside, comment ça va toi aussi? Oh bah ça va bien, hein, sous le soleil de Mexico, de Puerto Rico. Tout va bien, hein, on boit des Voilà, ça fait cocktails, plaisir. on bronze un peu, les filles sont peu vêtues, on écoute de la bonne musique, tout va bien. Ah là là, c'est un petit air de vacances quand même cette affaire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est ça quand on est commentateur de catch, on est un peu en vacances à chaque fois qu'il y a un PLE, quoi. On va à travers le monde, on voit du pays. On C'est, voyage, c'est ça, c'est, ça fait rêver, hein. c'est les bons côtés du business, ça. Alors, Backlash 2023. La question que tout le monde se pose, mon bon papy, c'est comment tu l'as regardé, dans quelles conditions tu l'as vu en live, tu l'as entendu le matin, tu l'as regardé en 2 fois. Comment que t'étais chaud, t'étais Heu, hype. je l'ai regardé en 2 fois le matin. Voilà, Ok, mais fait caca pas entre matin, temps. midi quoi, tranquillou. Ok. Ouais, à la cool, hein. C'est bien quand on a un gros week-end comme ça, puis qu'ils l'ont posé le samedi. Ah oui, là on a Ça vraiment le temps permet. râpé, hein. Non, c'est ça, voilà. Alors, c'était pas le PLE le plus attendu du monde, puisque la construction a pas été la plus phénoménale de tous les temps. Le line-up était pas ouf. Le line-up était pas ouf sur le papier, hein. Voilà, les affrontements. De toute façon, on va passer match par match, mais le plus gros match, c'est quand même un match qui fait intervenir un non-catcheur, hein, un chanteur de charme, L'opérette, oui. voilà. Et puis tous les autres affrontements, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas beaucoup de suspense, on va dire, hein, on verra tout ça. Le gros match quand même de la soirée, c'est Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Pas de défense de titre suprême, Roman Reigns ne se déplace pas à Puerto Rico, hein. Beh, ouais, c'est une réflexion que je me faisais, c'est que ça faisait, un peu longtemps qu'on avait fait sans Roman Reigns dans les main events et Mm, quelque part, j'ai ressenti un poil à un moment. C'est vrai, c'est une absence qui est quand même remarquée. Mais bon, on était à SmackDown, vous pouvez écouter la review qui est en ligne. Et il y a déjà quelque chose qui s'est annoncé, c'est-à-dire un public on fire. Ah oui, ouh là, les portoricains, ils sont Grosse chauds, hein. ambiance, voilà, grosse ambiance à SmackDown. Un décor qui était un petit peu différent des autres PLE, puisqu'on avait une entrée qui était directement dans la foule. Il n'y avait pas de gros titans en tronc comme on a d'habitude dans chaque arena. Là, il y avait un espèce de coude, hein, un petit tournant, et puis les catcheurs sortaient directement d'une entrée, l'entrée des artistes, on va dire. Mais pas de titan tronc géant. Mais alors quand même, bon, il y a eu des effets. Ils ont refait ce qu'ils avaient fait à SmackDown, la petite balade de drone dans les airs. Ça fait son petit effet. Au-dessus de la foule comme ça, c'est très joli. Et puis on a démarré le show. Alors on pensait, quand on a fait les pronos, hein, c'est toujours en ligne, vous pouvez aller écouter les pronos si vous n'avez pas écouté encore, pour voir à quel point on est visionnaire l'un comme l'autre. L'ouverture de show, on avait parié sur Brock Lesnar contre Cody Rhodes, Oui, avec en main event, alors on aurait mis donc le chanteur de charme Bad Bunny contre Damien Priest. Mais ce sera pas le cas. C'est bien les filles qui ouvrent le show. Bianca Belair, la championne, défend son titre contre Io Sky. Io Sky, qui fait partie de Damage Control, qui représente Damage Control, le clan, où elle est en partenariat avec Bayley et Dakota Kai. Elle viendra seule au ring. Alors il y a une grosse pop pour Bianca Belair quand elle débarque. Ça pop un peu pour Io Sky, mais surtout il commence tout de suite à y avoir quelques chants pour Io Sky avant le début du match, hein, quand on présente les participantes.
Et elle va être soutenue par le public, Io Sky, bizarrement, pendant tout le match. Une partie du public. Une partie du public, oui, évidemment. Mais la partie la plus bruyante, en tout cas. Pendant que Bianca Belair se fera huer quand même à plusieurs reprises. Ce qui va donner un feeling au match qui est quand même super intéressant. Enfin, ça donne une autre dimension au match tout de suite. Et on a un match qui est de 18 minutes quand même. Elles ont eu le temps de dérouler un gros match finalement. Io Sky, en fait, l'histoire c'est qu'elle va répondre à tout ce que lui envoie Bianca Belair. Elle va arriver à contrer toute la puissance de Bianca Belair à travers différentes prises tout au long du match, différents contres. Elle va attaquer le bras de Bianca Belair, qui va se manger le poteau à un moment donné, enfin le bras, l'épaule. Io Sky va travailler l'épaule pendant tout le match. Bianca Belair qui va quand même réussir à sortir un gorilla press, donc c'est-à-dire en soulevant Io Sky au-dessus de sa tête, alors avec un seul bras. Oui, impressionnant. Impressionnant. Voilà, mais par contre, quand elle jette Io Sky à terre, c'était moins impressionnant dans le sens où Io Sky, elle est tombée directement la face, la première, le menton sur le sol, au lieu de tomber sur le dos. Ouais, forcément, c'est moins pratique. C'est moins pratique, j'ai eu peur pour elle, mais bon, Io Sky, elle est souple. Je pense quand même qu'elle s'est fait un peu mal au menton. Mais voilà, c'était un spot qui était assez impressionnant. Il y a eu pas mal de spots impressionnants dans le match, les moonsaults de Io Sky. Et puis voilà, très très grosse ambiance parce que le public était vraiment en feu. Donc à la fin du match, il y a Damage Control qui va débarquer pour essayer de distraire Bianca Belair. Ça va marcher un petit peu, mais pas suffisamment, puisque à un moment donné, l'arbitre va virer les deux comparses. En fait, elles essayent de faire un tombé sur Bianca en lui tenant les cheveux. Puis Bayley essaye de tenir les cheveux discrètement, mais elle se fait voir alors que Io Sky est en train de tenter un moonsault, d'aller sur le montant du ring. Voilà, au final, l'arbitre va voir tout ça, il va dire allez hop, faut pas faire ça. Et puis, c'est le temps que ça permettra à Bianca Belair de se remettre. Io Sky va être contrée sur son moonsault. Et puis, au final, elle va être prise dans le Kiss of Death qu'elle aura esquivé plusieurs fois pendant le match. Et le tombé, 1, 2, 3, Bianca Belair conserve son titre. Io Sky est dépité, tout comme le reste de Damage Control. C'est pas passé loin de la victoire, Io Sky. Io Sky favori des foules, favori d'une partie du public. Va nous soutenir, papy. Oui, voilà, je maintiens. Qu'est-ce que t'as pensé du match, sinon? Alors le match était surprise, effectivement, c'était pas dit du tout que ça serait ce match-là qui serait l'opener, parce qu'il y avait comme 3 grosses affiches dans ce PLE, et souvent quand tu as plusieurs grosses affiches, ils en mettent une qui est en opener, ce qui n'était pas le cas là cette fois-ci. Et puis du coup on a eu une opposition là, effectivement, avec une Io Sky qui était libérée du damage control et qui du coup a pu pas mal dérouler avec un gros soutien d'une petite partie de la foule. Non, c'est vrai, je plaisante là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu un soutien, mais dans mon fort intérieur, je reste persuadé que ça reste une minorité qui l'a soutenu, mais par contre une minorité très bruyante, mieux organisée, et qui aime bien, qui est habituée au chant, parce que finalement c'est vrai que c'est dans une salle de catch, tu as souvent une partie qui chante, c'est comme dans un stade de foot en fait. Tu as une partie qui chante et puis tu as une partie qui est plus assis, qui va applaudir et tout, puis qui va se réjouir à la fin. Et je pense que la partie qui chante est plus pour Io et la partie qui reste sagement à applaudir est plus pour Bianca. Et du coup, c'est vrai que durant le match, tu avais un contraste assez saisissant, parce que tu avais l'impression que toute la foule était pour Io Sky, alors que manifestement, c'est pas le cas quand tu vois les entrées, quand tu vois la fin. Tu as une grosse partie, même une majorité, je pense, qui était comme contente que Bianca gagne. Donc bon, c'est le principe des foules, avec c'est des minorités qui sont souvent plus brillantes qu'une majorité. Mais il n'empêche que, pour revenir au match en lui-même, c'était plutôt spectaculaire.
On nous continue de raconter l'histoire finalement que c'est le damage control qui sandbag, qui freine Io Sky, puisqu'à chaque fois que tant qu'elles sont pas là, elle s'en sort bien, puis dès qu'elles apparaissent, c'est la merde. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là, et je pense que Io Sky, si la WWE a envie d'en faire quelque chose, mais ça reste encore un grand point d'interrogation pour moi, vu le traitement qui a été fait des femmes depuis un an. S'ils veulent en faire quelque chose, il y a comme moyen d'en faire quelque chose parce qu'effectivement, il y a déjà une partie de la foule qui est en sa poche. S'il y a rupture avec le damage control, Bayley était tellement tête à claque que Io Sky va passer face naturellement. Et puis voilà, ça fera du bien, je pense, à la division féminine de ne pas se reposer uniquement sur Bianca Belair pour faire la taulière. Donc voilà, donc c'était un bon match et j'espère qu'il va nous donner de bonnes perspectives à l'avenir. Moi, je dirais que c'était un très très bon match. J'étais scotché devant mon écran, moi. Alors, je dis rarement du bien de la division féminine. Mais là, je vais pas me gêner pour jeter des fleurs. Je trouve qu'elles ont fait vraiment une grosse prestation. Bianca Belair, elle a eu un peu le traitement de John Cena, quoi. Finalement, au niveau du public. Une partie du public qui se retourne contre elle. Ça arrive quand on est un babyface un peu trop dominant et un peu trop lisse, quoi. Comme l'était John Cena à une époque. Et du coup, ça a donné une atmosphère au match qui était vraiment particulière, comme on aime de temps en temps quand on est fan de long acte. Des fois, c'est ça le catch. Il y a des réactions du public qui sont pas celles qu'on attend. Et je trouve qu'elles ont vraiment assuré l'une comme l'autre. Bianca Belair est toujours extrêmement solide dans le ring. Io Sky, comme tu dis, est-ce qu'ils veulent en faire quelque chose? Est-ce qu'ils veulent pas en faire quelque chose? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Pour moi, de toute façon, elle, depuis le début, et puis de la manière dont elle se comporte aussi dans le ring depuis le début, elle n'est pas calibrée pour être un second couteau. Elle n'a pas été entraînée pour ça. J'ai l'impression. Elle vit pas sa carrière comme ça. Elle veut être. Je pense que vraiment là, on a une catcheuse qui cherche à être au sommet, qui cherche à être dans le main event. Sa manière de se comporter dans le ring, toujours la manière un peu qu'elle a de séduire le public. C'est pas anodin ça. Quand elle a été embauchée, c'était la top star du Japon. Donc tôt ou tard, et j'espère plutôt que tard, il va falloir capitaliser un peu sur elle. Alors, je dis pas qu'il faut lui donner la ceinture demain, parce que de toute façon, on voit bien que là, en ce moment, les ceintures, elles bougent pas trop, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais au moins continuer sur ce face turn plutôt organique, faire une histoire autour de ça en opposition avec Damage Control, et puis occuper du temps d'antenne avec elle, parce que de toute façon, clairement, c'est celle qui a le plus de talent dans tout le roster féminin, quoi. Donc voilà, on voit qu'elle peut emporter la foule, on voit surtout que c'est sa manière de se comporter dans le ring. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de catcheuses dans le roster actuel qui savent se poster comme une vraie patronne. Même Bianca Belair, je veux dire, elle joue pas comme ça avec la foule. Donc c'est voilà, pour moi, c'est effectivement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, s'ils capitalisent pas sur Io Sky, ce sera plutôt une déception. Elle a prouvé en plus qu'elle pouvait être une bonne championne à NXT, donc il y a pas de raison d'essayer de la lester, comme on dit. Surtout que franchement, dans le reste du roster, je vois pas quelqu'un qui pourrait être plus intéressante qu'elle. Semaine après semaine, on pourrait avoir un enchaînement de très très gros matchs avec elle. Rien que d'imaginer un combat avec Bayley, moi je signe tout de suite, de toute façon. Mais en tout cas, vraiment très très gros match pour ouvrir le show. Un show qu'on n'entendait pas trop, qui avait pas trop de hype. Ils ont mis le curseur où il fallait, grâce au public quand même qui a envoyé le match dans la stratosphère, j'ai envie de dire. Ouais, le public faisait très très chaud là. Il faisait très très chaud, ils étaient très très chauds, et ça s'est pas arrêté là, puisque la suite c'est le match tant attendu, la rivalité intergénérationnelle, des semaines et des semaines de build-up, des mois de build-up, des années. Seth freaking Rollins affronte Omos. Omos accompagné évidemment de MVP. Alors, comme d'habitude, Seth Rollins profite de son arrivée et profite des chants du public, puisque maintenant
désormais tout le monde chante sa chanson quand il débarque dans une arena. Ça va vite devenir lourd, ça d'ailleurs. Oui, il va falloir arrêter. Pas arrêter là. Ouais, à partir de la semaine prochaine, c'est fini. Hein. Tant pis pour les autres pays qui l'ont pas eu, ou alors vous faites ça en house show. Mais ne le faites pas trop, parce que si vous chantez pendant 10 minutes dans un house show, vous perdez 10 minutes de combat. Hein. Oui. Parce qu'ils ils sont payés à l'heure. Hein. Ils sont pas payés. Oui, ils vont raccourcir le match. Hein, donc, Voilà. et nous, réfléchissez bien. Pour rappel, il était tout pourri le match qu'on a eu à Paris du coup de Seth Rollins derrière. Hein. Donc méfiez-vous de ce que vous voulez. Hein. C'est un choix ou l'autre. Alors d'ailleurs, Omos, lui, il l'a bien compris puisqu'il attaque tout de suite Seth Rollins pendant qu'il est en train de faire son malin. Bah, le un bon big boot derrière la tête, voilà, un mec intelligent. Et donc, c'est parti pour 18 minutes de combat avec un Omos très costaud qui défonce Seth Rollins. Seth Rollins qui finira par reprendre l'avantage. Alors, il va placer tous ses gros moves, tous ses signature moves, mais Omos se relèvera à chaque fois et parfois au compte de 1. Que ce soit sur des stomps et des choses comme ça, ou des Phoenix Splash. Il va même contrer un stomp Omos en restant de marbre quand Rollins va essayer de lui appuyer sur la nuque là. Il va pas bouger, il va se retrouver comme un con, c'est ce Rollins. Donc le match continue, il y a une petite intervention d'MVP. Ça va permettre à Rollins de reprendre un peu le contrôle du match et il va réussir intelligemment à placer un avalanche stomp, on va dire, un super stomp. C'est-à-dire qu'il va monter sur la troisième corde dans le coin du ring et faire le stomp de là sur Omos qui était en train de se relever. Et là, par contre, Omos ne se relèvera pas. 1, 2, 3. Le petit Seth Rollins a battu le géant Omos. Alors on en rigole, mais il n'y avait pas du tout, il y a eu une construction minimaliste pour ce match, c'est-à-dire qu'ils ont que eu un segment dans les semaines précédentes. Mais bon, au final, un Omos géant contre un Seth Rollins, c'est ce que finalement ça n'a pas fonctionné juste comme il fallait, quoi. Oui, ça donne raison. Ça donne raison à la construction minimaliste, puisqu'on se retrouve finalement avec une opposition qui, comme j'aime le dire, ne valait que par l'affiche. Une opposition petit marketing qui est cher au cœur de Triple H, mais qui pour le coup a plutôt bien fonctionné. Ce sera le rôle d'Omos en fait finalement, qu'il est free agent. Ça sera la bête de foire qu'on sortira, puis qui fera un match contre probablement à peu près tous les main eventers, histoire qu'ils aient de temps en temps pour souffler une petite rivalité avec ce gars-là qui fait un one shot en fait où tu as besoin de rien construire, juste le match et puis ça se fait comme ça. On l'avait eu aussi le cas à Mania avec l'an dernier avec Lashley, cette année avec Brock Lesnar, mais ça avait été un poil plus construit que Lashley parce qu'à l'époque il était encore invaincu Omos, et puis maintenant il fait que perdre je crois que c'est sa 4e défaite en PLE parce qu'il a dû en perdre un autre en route. Je l'ai plus en tête, mais il me semble qu'il a déjà c'est déjà sa 4e. Donc voilà, un Omos qui est loin d'être invincible, mais qui en tant que monstre de foire fait office 2. Il pourrait très bien servir si il est encore jeune en plus Omos, donc si tu as un petit peu à le développer en termes de personnalité de ça, il pourrait faire un parcours à la Big Show qui serait déjà un miracle pour lui, je trouve, parce que Big Show, ça reste quand même un des grands noms de la WWE et je pense qu'il y aura bon. Ça serait vraiment le plus mal que je lui souhaite, ça serait d'arriver à au moins s'en approcher un peu et puis faire des petits segments comiques, des petits trucs où il revient de temps en temps, puis c'est l'éternel gars que tu ressors parce qu'il est grand, quoi, en fait. Je préfère. Je lui souhaite plus d'être Big Show qu'être Greg Khali, tu vois. C'est plus ça. Parce que Greg Khali, pour l'instant, il est comme vachement plus proche du Khali. Pareil, tu ressortais une fois de temps en temps pour gagner une Battle Royale ou pour faire ci. Je lui souhaite. Il est encore jeune. Allez, je croise les doigts, mon petit Omos. Accroche-toi et sois un Big Show. Voilà. Bon, après, Greg Khali, il a été champion poids lourd. Oui, mais bon. C'est une grosse star dans son pays. Ça va, il est pas à plaindre, le grand. Il n'est pas à plaindre, mais bon, c'était quand même une purge. C'était qu'une purge, ouais, voilà. Il catch un poil mieux, Omos, quand même. Ouais, non, parce que le Greg Khali, c'était quand même très très mauvais. Mais ouais, comme tu dis, ça va être l'attraction, le phénomène de foire. Tout le monde veut voir le phénomène de foire, de toute façon. C'était peut-être son meilleur match à Omos, je pense, clairement.
Enfin, quoique, Oui, c'était pas mal oui. contre les stars aussi. Ouais, mais là, Il là, y avait aura. Braun Strowman aussi, voilà, qu'il avait Ah affronté bah c'est le quatrième qui l'a pendant battu. Clippers. Mmh. Oui, c'était en Arabie Saoudite ou un truc comme ça, je pense. Mmh. Mais oui, non, non, là, c'est son meilleur parce ils ont fait finalement une construction classique de match avec Omos, Ouais. ce qui est suffisamment Mmh. rare pour être souligné, quoi. Ouais, voilà. Il était à l'offensive, il se faisait contrer. C'était plutôt sympa. Pas de période de prise des trapèzes, là, ou des prises qui prennent 1 heure, le temps que le héros se dégage. C'était plutôt sympa. Oh, bah, le grand talent de Seth Rollins, hein. D'arriver à sortir un bon match d'Omos. Un match de 10 minutes, hein, quand même. 10 minutes 30. Ouais, quand C'est même, pas hein. banal. Ouais, ouais, ouais. Alors que derrière, le triple threat, Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed pour le titre US. Austin Theory est le champion, hein, c'est lui qui défend. Et ben, ça durait que 6 minutes 50. Donc, Austin Theory remporte le match après que Bobby Lashley ait placé un spear sur Bronson Reed. Il évacue Bobby Lashley du ring, il vole la victoire. Voilà, on sait qu'il y a de l'animosité entre Bobby Lashley et Bronson Reed. Hein, ils se foutaient sur la gueule. Bronson Reed avait coûté même le match US à Bobby Lashley dans les semaines précédentes. Et c'est évidemment Austin Theory qui sort le grand vainqueur de ce triple threat. Alors je crois que c'est le même match qu'il y a eu à Paris. C'est ça, et même match, même déroulé, même finish, en fait. Alors Okay. je t'avouerai que j'ai un doute, je me souviens plus s'il y avait comment ça s'appelle? Un moonsault de Bronson Reed, à Paris, mais c'est Ouais, fort possible quand même. Mais ok. bon, sinon le reste était exactement le même et au poil de cul près, quoi. C'est-à-dire que même le déroulé du match était pareil avec Theory et Bronson Reed qui se mettent à 2 contre Lashley, et puis Theory qui est tellement insupportable que Reed finisse par se retourner par Theory au même moment, en fait, et D'accord, dans la même situation. C'était le copier-coller, hein. C'est-à-dire que d'accord. il y a je me vais pas souvenir qu'il y a un truc qui ait changé. J'avais l'impression que le match de Paris était un poil plus long parce que celui-là, il m'a Ok. paru fort court. Ouais, bah oui, 6 minutes Heu, 50, c'est pas très long. Hein. ouais, voilà, donc je pense qu'ils ont été un poil plus longs sur Paris puisqu'ils ont forcément joué un peu plus avec la foule. Mhm. Mais c'était, vraiment le déroulé exact, du match de Paris. Voilà, c'est assez rapide, douche comprise, quoi, hein. D'accord. Alors, tu as un doute sur le moonsault, mais est-ce que Bronson Reed, il avait fait aussi cette espèce de descente là depuis la corde à l'extérieur du ring, là, une espèce de descente du coude sur Lashley, là, super impressionnante. Il me semble, mais je sais qu'il avait été impressionnant, Ouais, Reed déjà, ouais. Reed, c'est mais bon, je sais plus exactement quel coup il avait fait, mais Mm. sinon le reste, en tout cas, le déroulé en lui-même, c'est exactement le même, spot par spot. Ouais. Je le sens bien, Bronson Reed. Hein. Il est vraiment cool dans le match. Généralement, il est toujours cool entre les cordes. Je mise un peu sur lui dans les mois qui viennent. Du moins dans les années qui viennent, parce qu'il faut toujours 5 ans, hein, pour créer à peu près une méga star. Ouais, bah, rien de trop surprenant dans ce match-là. Effectivement, les house shows, ça sert aussi à préparer les matchs pour les PLE, les pay-per-view, comme on disait dans le temps. Mais Ouais, donc c'est bon. C'est un peu court pour toi parce que t'avais déjà vu le match, mais sinon, comme ça, pour ceux qui ont loupé, oui, malheureusement, le show de Paris, c'était un bon match, hein. On va c'est pas. ça, bah, c'est ça, ouais, c'est 99 des gens qui ont regardé n'avaient pas vu le match de Paris. Hmm. Et donc, mais c'est vrai que j'avais déjà eu le coup une paire d'années où avec un Cena versus Ryback, un table match. Je sais pas si tu étais là à Bercy cette année-là. Non. Et puis pareil, ils avaient rebelote des table match au pay-per-view à l'époque suivant où ça Ouais. s'était déroulé pareil au spot pareil. Je me demande si c'est pas aussi avec les catcheurs un poil moins rodés où du coup on leur fait faire des gammes en house Hmm. show pour être certain que le PLE se passe bien, quoi. Ouais, ouais, bah c'est un peu la manière intelligente de faire, hein, parce que comme ça, tu peux roder les matchs, comme tu dis, se préparer, s'entraîner, et puis ça te permet d'avoir un match nickel quand tu arrives au pay-per-view, parce que les mecs connaissent la partition par cœur, quoi. C'est plutôt intelligent. Non, nous on avait eu Roman Reigns McIntyre la dernière fois, mais du coup c'était pas du tout le même finish, hein, puisque après c'était l'overbooking de Clash at the Castle. Oui, Et donc oui, voilà, pour le coup est c'est pas compliqué à pareil. reproduire. Ouais, pas trop le faire en house show ça, hein, mais voilà, c'est des affiches souvent en house show avant un PPPLE, t'as ou alors ils s'entraînent déjà sur les histoires qui vont venir. Mais bon, belle prestation de tout le monde. Attention à l'arbitre à un moment donné qui s'est mis sur le chemin d'Austin Theory qui était en train de faire
sa petite pirouette avant d'enchaîner sur un dropkick ou un cutter, je sais plus. C'est un dropkick, je crois. Mais il a quand même réussi à placer sa prise, Austin Theory. Il est quand même très très balèze, ce Theory. Hein. Ah oui, c'est un gros talent Ouais. et encore une fois, on l'avait vu, je vais ressasser avec Paris, mais c'est vrai que c'était une des surprises en termes de pop. C'est-à-dire qu'en plus, le public accroche vachement à lui, en fait, mine de rien. Ouais, c'est que le début pour Austin Theory. Donc, voilà, on verra avec les semaines ce qu'il en est. En tout cas, il ressort vainqueur dans un match qui était court mais intense. De toute façon, les triple frites à la WWE, ils savent faire quand même. C'est rare qu'ils se plantent là-dessus. Oui. Alors après, un autre match un peu sorti du chapeau, mais qui du coup a pris une sacrée tournure. La défense de titre de Rhea Ripley face à Zelina Vega. Zelina Vega, l'enfant du pays. Alors c'est le titre de SmackDown qui ira à Raw, qui est défendu ce soir. Tout comme c'était le titre de Raw qui va à SmackDown, qui avait été défendu par Bianca Belair. Donc Rhea Ripley arrive tout de blanc vêtu. Parce qu'elle considère qu'elle est la gentille dans le match. Ou c'est plus tard, ça c'est. C'est Priest qui dit ça. C'est Priest qui dit ça, mais bon, c'est pareil. C'est vrai qu'elle est aussi en blanc. Elle est toute en blanc quand même. Ça lui va bien le blanc aussi, on remarquera. Zelina Vega, elle débarque carrément dans le drapeau de Porto Rico. Elle est déguisée en drapeau. Voilà. Ça lui va bien aussi. Elle arrive à avoir ce grosse pop pour Zelina Vega. Elle est déjà en pleurs quand elle arrive dans le ring. Elle va pleurer tout du long. Ouais. Elle fait un câlin à sa famille, sa maman, ses frères, son papa qui finalement est vivant apparemment. Non, c'est son beau-père. Ah, c'est son beau-père, d'accord, pardon, oui. Excusez-moi. Son père est toujours malheureusement enterré sous le World Trade Center. Hein. D'accord, j'avais cru qu'avec tout ça, il était revenu à la vie et que tout allait bien, mais non. Ok. Donc, elle est déjà en pleurs. Bon, il y a les vivas de la foule. Et puis, du coup, c'est parti. Elle essaye de faire ce qu'elle peut face à Rhea Ripley. Rhea Ripley va calmer le jeu assez rapidement avec une powerbomb. Mais Zelina s'en sortira au compte de 2. Rhea Ripley va partir dans le poteau à un moment donné, ce qui va permettre à Zelina de prendre un peu le contrôle du match. Elle va tenter tout ce qu'elle peut, mais finalement, elle va être piégée dans le Riptide. Et elle ne se relèvera pas. 1, 2, 3, Rhea Ripley conserve le titre et on a une petite séquence avec Zelina qui est acclamée par la foule. Losing effort, j'ai envie de dire. Mais voilà, tout Porto Rico était derrière Zelina Vega. Ça a vraiment bien fonctionné, leur idée de la transformer en enfant du pays, du coup, Zelina. Ouais, c'est... J'ai envie de dire, c'est uniquement ce qui a fonctionné finalement. Après, quelque part, ils ne sont pas reniés à essayer de la montrer plus forte qu'elle était réellement. Elle s'est fait quand même décrire à replay accéléré, c'était terminé en 2 secondes, quoi. Ouais, clairement. Mais par contre, ils ont bien joué avec la foule. Ça restera, je pense, une des grandes réussites de ce PLE, je le dis tout de suite. C'est le jeu avec la foule qui a été merveilleusement orchestré. Et qui du coup fait qu'une Zelina Vega qui n'avait aucune chance et qui de toute façon dans le scénario du match a globalement aucune chance, hormis une fois ou deux par chance, toujours la chance, mais elle finit par avoir des offenses, mais elle est massacrée par Ripley, donc voilà, donc je pense qu'ils ont réussi quand même à la présenter comme la fille du pays, dont je pense qu'elle a quand même des origines. Je pense que c'est pas totalement fake le truc, mais bon, c'est vrai que ça partait d'assez loin, et puis le public a accroché parce que le public était manifestement ultra chaud pour se lancer dans ce type d'histoire. En fait, il mordait à pleines dents dans toutes les histoires qu'on racontait, donc du coup ça a super bien marché. Ouais, on se plaignait un peu qu'ils faisaient un PLE sur mesure pour le monde latino, pour les portoricains. Ils ont eu raison parce qu'au final ça a donné un rendu assez exceptionnel. Comme tu le dis, la foule était à fond, ils ont mordu à fond dans cette histoire. C'est le match de sa vie, je pense, pour Zelina Vega. Jamais elle retrouvera une pop de ce niveau, je pense, parce que là c'était vraiment, elle a eu à la fin du match, une fois que c'était terminé, une fois qu'elle s'est relevée, elle a eu la pop des plus grands champions
de l'histoire du catch, hein, je pense. Bah, elle a une pop de Drew McIntyre ou de Sheamus Ouais. au Pays de Galles, là, donc t'imagines quoi, c'est Zelina Vega quoi. Ouais. C'est-à-dire que elle a ce niveau de catch extrêmement bas. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même réussi à sortir un match qui a fait le taf avec une Zelina Vega dont on connaît les limites quand même, qui sont pas très hautes. Hein. Ouais, voilà, gros tour de force là pour cet affrontement. Alors le match n'est pas exceptionnel, hein, on va pas vous mentir, mais c'est l'ambiance qui se dégage qui a fait le job. Un peu plus tôt dans l'émission, Bad Bunny reçoit un cadeau alors je fais pas le qualifier de légende, mais on est bien obligé de le notifier. Ce bon vieux Savio Vega vient lui légende donner locale. Voilà, la légende locale, on va dire. Il vient lui donner un kendo stick aux couleurs de Puerto Rico. On comprend pas ce qu'il dit parce que la foule elle pop de ouf quand Savio Vega arrive. Et du coup, ça couvre complètement les paroles de Savio. Et les gens, visiblement, à Puerto Rico, sont très très fans de ce bon vieux Savio. Moi, s'il y a bien un catcheur que j'aimais pas, c'était bien Savio Vega. Hein, mais visiblement, c'est pas le cas. Puerto Rico, c'est une grosse star. Bah, c'est le gars du coin. C'est le gars du coin, c'est ça. Ça aide. Hein. C'est le mec qui a percé la WWE, qui fait pas partie de la famille Colonne. Donc, il y en a un. Et ensuite, donc, c'est l'heure du match entre Bad Bunny et Damian Priest. Donc, c'est le San Juan Street Fight Match, on appelle ça. Puisque ça se passait au José Miguel Agrelo Coliseum de San Juan. Hein. Il y avait 17 000 personnes, apparemment, quasiment 18 000 pour ce PLE. 18 000 personnes, donc, qui accueillent d'abord Damian Priest, donc, comme je l'ai dit, tout en blanc, parce que c'est lui le héros, il dit, de l'histoire. Et derrière, il y a Bad Bunny, le chanteur qui débarque, chanteur de charme, sur une de ses musiques, une de ses dernières musiques que visiblement le public connaît parce qu'ils chantent tous les paroles. Ah, c'était impressionnant quoi. Ouais. Putain, je sais pas moi si c'était Serge Lama qui a représenté la France, je pense que tout le monde aurait chanté quoi. Je sais pas. Ouais, non, visiblement c'est la star du moment. Hein, je pense chez eux. Je pense qu'il y en avait pas mal qui avaient aussi pris le ticket pour lui. Et ils sont pas gênés pour chanter. Ah, le Benito. Le petit Benito, donc qui arrive, qui va bien prendre les acclamations de la foule évidemment. C'est pas nouveau pour lui, hein, je pense c'est sûr que de se présenter comme ça face au public et devant une foule en furie. Et il va retourner un petit peu dans l'entrée et nous sortir un caddie plein d'armes, hein, des poubelles, des kendo sticks, Il a fait des ses chaises. courses. Voilà, il avait fait ses courses. Tout vous en voulez, vous en aurez. Et donc voilà, hein, c'est parti pour un street fight. Donc ça va se foutre sur la gueule joyeusement. Damian Priest essaye d'attraper Bad Bunny, mais Bad Bunny est un petit peu rapide, hein, il esquive de ci, de là. Il va aller chercher des kendo sticks et tout ça, mais il finit par se faire piéger dans un grand chokeslam des familles, comme Damian Priest en a le secret. Et c'est parti. 1, 2, on va aller à 3. Mais non, Damian Priest ne compte pas en terminer aussi facilement. Il va relever la tête, les épaules de Bad Bunny. Et voilà, il a décidé de continuer à le martyriser. Donc c'est parti. Il va continuer à s'amuser avec Bad Bunny jusqu'à ce que Bad Bunny esquive quand Damian Priest se jette dans le poteau. Donc il va reprendre un petit peu le dessus. Il va prendre des kendo sticks, des chaises. Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, il va chercher un kendo stick sous le ring. Il galère à le trouver alors qu'il avait un caddie plein de kendo sticks. Mais bon, le boulet, c'est pas grave, hein, c'est pas un professionnel de la profession. C'est quand même 25 minutes de match. Hein. Ça va aller dans le public. Il va se prendre des grosses prises, hein, Bad Bunny, hein, des Falcon Arrow, des Shock Slam, des Follow Slam, tout ce que vous voulez. Il va même à un moment donné tomber sur la tête. Là, on est presque inquiet pour lui. J'ai eu peur là, à ce moment-là.
Je me suis dit ça va se terminer rapidement, mais non, pas du tout. Hein. Il va même y avoir un super Falconaro dans le public, dans le décor, au-dessus d'un échafaudage où ils vont atterrir sur des tables. Donc ça, c'est un putain de spot normalement réservé aux professionnels de la profession. Il y a un grand Damien Priest ce soir, qui est imperturbable, qui est venu pour tuer Bad Bunny en fait. Bah, c'est son WrestleMania moment, finalement, parce que lui, c'était le seul à pas catcher à WrestleMania. Ouais. Et donc du coup, tu sens qu'il se lâche dans ce match-là, quoi. Ouais. Alors c'est souvent le cas à Backlash que les mecs qui n'ont pas eu l'occasion de briller à WrestleMania se rattrapent. Et donc, à un moment donné, si je dis pas de bêtises, je suppose qu'il y a le Judgment Day qui débarque. Mais finalement, on va y avoir quand même. Ça va être le moment de l'overbooking en fait. Il y a tout le monde qui débarque. Rey Mysterio, donc le Judgment Day, et puis d'un seul coup, une musique sortie de nulle part, une légende, une vraie cette fois-ci. Ce bon vieux Carlito, la musique de Carlito, qui débarque au ring. Il va défoncer un petit peu tout le monde. Il va sortir la pomme. Il va cracher sur Dom Dom, parce que Domino avait fait le déplacement, le petit Dominique Mysterio. Et toujours là pour prendre des coups dans la gueule, Domino. Ouais, voilà. Là, il s'est bien fait, il s'est bien fait prendre la fessée. Alors le jugement de débat en retraite, mais ils sont bloqués par de nouveau Savio Vega qui débarque sous une grosse pop. Et il va leur mettre 2-3 coups de karaté à la Kwang, parce que quand il était au début de son arrivée à la WWE, il était sous le masque de Kwang. Il jouait le ninja japonais avant de prendre son identité de Savio Vega. Voilà, il leur met un peu la fessée. Et du coup, on revient à un match 2 contre 2. Il y a à noter qu'il y a LWO qui est venu aussi aider Savio Vega. Ah oui, il y a la LWO, le Latino World Order. Beaucoup de t-shirts Latino World Order, apparemment, ont été... Ils veulent en vendre. Voilà, ils veulent en vendre. Ils en avaient partout. Oui, le Latino World Order aussi est venu faire un petit peu le ménage. Oui, parce que sinon, c'était Savio Vega contre Dom Dom et Finn Balor. Ça le faisait pas trop. Mais il était venu avec des renforts. Et donc finalement, on se retrouve avec Bad Bunny contre Damian Priest. Damian Priest va essayer de foutre un coup de pied à Bad Bunny, coup de pied circulaire à l'extérieur du ring, mais il va se taper le poteau. Et du coup, il va se dézinguer le genou. Et là, Bad Bunny, comme un vieux vétéran, il va travailler le genou jusqu'au bout. Alors, des coups de chaise, on veut tu en voilà, ça y est, il va reprendre le contrôle du match. Et je crois que ça se termine avec la prise en 4. Non, ce qu'il va pas taper. Il a pas tapé, il a pas tapé Priest. Donc, qu'est-ce qu'il il va faire le Canadian Destroyer. Oui, tant qu'à faire. Un Canadian Destroyer de Bad Bunny sur Damian Priest et à bout de force, le tomber 1, 2, 3. Il y a eu un gros selling avant de Damian Priest sur sa jambe. En gros, il a vendu qu'il s'était pété le genou. Il a même catché sur une jambe à plusieurs moments en sautillant comme ça. Oui, en fait, il vend la blessure juste avant l'arrivée justement de l'overbooking. Ah ouais, c'est juste avant ça. Et après, il se relève justement, et puis là, tu vois qu'il commence à catcher sur une seule jambe, et il fait même quelques prises sur une seule jambe. Bon, finalement, en fait, t'as beaucoup de nearfall à ce moment-là. Ouais, le Judgment Day débarque parce que Damian Priest s'est pété le genou, quoi. Donc, ils essayent de sauver la situation. Mais bon, ça suffira pas. C'est Bad Bunny, quand même, qui remporte le match. Donc, il est rejoint après par toute la clique, Rey Mysterio, Savio Vega, Carlito et compagnie. Et grosse célébration sous les vivas de la foule. D'ailleurs, même, je pense qu'à la fin, Bad Bunny voulait rentrer dans les vestiaires quand ils l'ont soulevé comme ça sur les épaules. Je pense que lui, il tirait la gueule un petit peu. Je pense qu'il était temps pour lui de rentrer. Mais voilà, grosse prestation de Bad Bunny, grosse prestation de Damian Priest aussi. Aucun faux pas dans le match, hormis peut-être la chute là où il est tombé un petit peu sur le coin du crâne de Bad Bunny, mais c'est les risques du métier, je veux dire. Voilà, 25 minutes quand même de match, et la foule qui était ravie. Et la question, c'est est-ce que ça devait pas être le main event, ce match-là, finalement? C'est ce qui tourne un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, on peut se poser la question, parce que
Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que pendant tout le show, ils vont annoncer ça comme le co-main event Mmh. et finalement, ils se retrouvent, ils ont je sais pas comment dire. En fait, ils ont fait une carte un peu à la takeover, j'ai envie de dire, parce que je sais que tu as déjà fait la Mmh. remarque sur le contenu, mais moi, j'ai envie de le dire sur la carte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une carte, limite montée en puissance des rivalités. Mmh. Sans forcément tenir compte d'un équilibre, de temps fort, temps faible, Mmh. Ouais, ça leur a et échappé, je pense, hein. Mmh. du coup, effectivement, ce match-là, moi, je l'aurais vu s'il était pas en main event, je l'aurais vu en opener, enfin, je sais pas, un truc qui encore qu'en moi, j'aurais mis en main event, hein. Franchement, j'aurais inversé Ouais, le clairement, ouais. je pense que la carte qu'on est proposée au prono, on s'est pas Mmh. trompé, c'est Triple H qui s'est trompé. Mmh. Nous, c'était mieux en termes d'équilibre parce que Exactement. là, ils vont cramer un peu tout le public, Mmh. sur ce match-là. Et derrière, les matchs seront pas mauvais, mais par contre, j'ai l'impression qu'au niveau émotion, on sera pas du tout au même niveau, quoi. Ouais, clairement. Clairement, hein, c'était finalement le match que je pense pour lequel le plus de gens s'étaient déplacés, plus que la suite. Et comme ils l'ont fait à la perfection, heu, c'était autant le mettre en main event, effectivement. Le reste, malgré tout, le match suivant, donc on a le 3 contre 3, la Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. C'est quand même du déjà vu et revu. Et Cody Rhodes, Brock Lesnar, je suis pas sûr que c'était non plus le match. Alors sur le papier, c'est le match le plus, peut-être là où il y a le plus de star power. Mais, mais pour la soirée, je pense que le star power, c'est quand même Bad Bunny qui le détenait là, hein. Donc, ouais, comme tu dis, Triple H, il faut nous écouter des fois, hein. Je sais qu'il nous écoute à chaque fois, mais il faut toujours il est un peu buté, hein. Un peu buté Un comme peu une vieille tête. con-con, hein. Ouais, un peu buté comme une vieille tête de con, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, on aura vécu quand même un grand moment avec ce street fight, dont honnêtement on n'attendait pas grand-chose. Oui, et alors, ce qui est drôle, Chapeau à Bad Bunny, hein. c'est ça, et c'est ça, chapeau bas Bunny. Alors ça va pas du tout dans le sens du «ne faites pas ça chez vous», puisque les gens sont des professionnels tout seuls. Au final, tu vois qu'un chanteur, il arrête de faire un match de 25 minutes. Ouais, je me demande combien de Heu, temps il s'est entraîné, hein, parce que il putain, ouais, c'était un vrai match, quoi. ouais, on en parlait avant en disant: «Ouais, ça sera pas c'est pas le même niveau que Logan Paul, tout ça, c'est il s'implique, mais ça reste quand même un mec qui va faire 3 spots et puis en fait, il va te faire Mmh. quand même un match, bon voilà». Et après on l'a déjà vu, alors Mmh. pas du tout avec la même connaissance du ring, attention, je vais faire Ouais. un blasphème, mais quand tu vois qu'ils ont réussi à faire pareil, un match de je ne sais plus combien de minutes, avec un Stone Cold qui est complètement, pas handicapé, mais pas loin quoi, il est pété de Mmh. partout. Ils ont quand même réussi à faire un long match avec Kevin Owens, et là, c'est Ouais. un peu le même principe. Alors, bien sûr qu'il y a pas la même connaissance du catch, mais par contre, c'est voilà, c'est avec, si tu prépares bien ton truc et que tu mets en face un mec qui est ultra sérieux, Mmh. et là, je pense que Damian Priest a marqué des points comme jamais, Ah ouais, avec ce ouais, match-là. ouais, ouais. Mmh. Et tu arrives quand même à faire quelque chose de propre, hein, et je suis assez épaté parce qu'avant, quand les guests venaient, c'était pas du tout les mêmes trucs. Mmh. Et ça me fait penser à un autre, en fait, finalement, je le rapprochais d'un autre gars que dans la même soirée qu'Austin. C'était, le mec de Jackass là, Mmh. Ouais. Knoxville, Mmh. qui pareil, lui, il a pas du tout un physique de catcheur, et puis mais qui avait réussi à sortir un match avec Sami Zayn parce que, Mmh. pareil, il s'était préparé, puis Sami Zayn avait géré ça, aux petits oignons, quoi. Et là, je pense que, on a vu ce que ça a permis à Sami Zayn derrière, qui du coup a fait une année monstrueuse. Je souhaite Mmh. la même pour Damian Priest, hein, du coup. Oh bah clairement, ouais. Pour moi, il a passé un level là, avec ce match-là. Comme tu dis, il était pas trop bien servi à WrestleMania, mais là, il a montré qu'il avait le calibre d'un main eventer, tranquillement. C'était le ring général là dans cette prestation. Donc voilà, je dis gros grand coup de chapeau à Damian Priest, et du coup, ouais, j'espère qu'on va aller le voir un peu exploser dans l'année qui vient, à la manière d'un Sami Zayn, comme tu dis. Voilà, donc chapeau. Donc après, ouais, comme je vous le disais, c'est la Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Six-man tag team match, comme on dit, qui a quand même duré 22 minutes. C'était peut-être un peu long. Donc l'histoire, c'est est-ce que la Bloodline va rester unie,
est-ce que Solo Sikoa est en fait en mission pour venir court-circuiter les Usos et leur mettre la punition? Non, ça va être un match 3 contre 3, mais va y avoir de la tension. Donc c'est un match des Usos, hein. Il y a plein de near fall, vraiment un paquet. Ça va dans tous les coins, beaucoup de super kicks. D'un autre côté, Sami Zayn, Matt Riddle, Kevin Owens, ils sortent aussi tout ce qu'ils savent faire. On va avoir quand même une altercation quand même, un minimum entre Jey Uso et Solo Sikoa, parce qu'à un moment Solo Sikoa fait le ménage dans le ring à coup de Samoan Spike. Il y a Jey qui vient derrière lui pour un peu le féliciter, tout ça, ou reprendre le contrôle du match. Et là, dans la tension, dans la fureur, dans la chaleur du moment, Solo Sikoa est à 2 doigts de mettre un Samoan Spike à Jey. Hein. Il part pour le faire, il se retient, il a quand même envie d'y aller. Hein. Et c'était chauffé un peu avant le match, en fait, à coup de tag team forcé, où en fait, au début, c'est Jey qui veut finir le match et Solo qui reprend la main. Et derrière, Jey qui reprend la main. Donc, il s'était déjà un petit peu chauffé et dans la directe lignée de ce qui se passe depuis quelques semaines à l'écran. Voilà. Ouais, exactement. Les 3 frères ensemble, c'est pas une machine aussi bien huilée que les Usos tout seuls. Donc, comme tu dis, des tag teams forcés, des tags forcés, c'est moi qui rentre dans le match, c'est toi qui rentre dans le match. Tellement ce sera le bordel qu'à la fin, il y aura un blind tag que ne verra pas Matt Riddle, qui est en train de démonter Jey ou Jimmy, je sais plus. Et ça va permettre à Solo Sikoa, bien entendu, de placer son Samoan Spike, entrée de biche. Et donc victoire de la Bloodline, hein, la Bloodline ne perd jamais. Et ils vont se retrouver tout cela à SmackDown et régler leurs petites histoires, hein, entre temps. Voilà, je disais 22 minutes de match, sûrement trop long pour une affiche qu'on avait déjà vue et puis qui est qu'un petit passage dans la grande histoire de la Bloodline. Mais un bon propre match quand même. Un bon match quand même. Ouais, non, il faut pas déconner. Ouais, je le dis, je vais le redire, les Usos, c'est quand même la plus grande équipe des 10 dernières années. À chaque fois qu'ils font un match, c'est near fall sur near fall, on n'en peut plus, quoi. Voilà, comme tu dis, je dirais que c'était quand même un très bon match. Après, c'est effectivement l'histoire tire en longueur, donc on n'est pas investi autant qu'on l'aurait souhaité. Puis la position sur la carte c'est vraiment plutôt la position pour faire la dépressurisation, hein, normalement. Ouais, alors c'est marrant parce que pour moi, c'est probablement un des meilleurs matchs de la soirée. Oui, mais pas loin en plus. Hein. C'est ça qui est fou. Techniquement, ouais, clairement. Et en fait, il pâtit de sa place qui était mal foutue sur la soirée. Alors, tu vois, on parlait de match qui aurait dû faire l'opener ou je sais pas quoi. À la limite, s'ils avaient pas pris notre recommandation, ils auraient dû mettre celui-là en opener, en fait. C'était l'autre choix. Non, du coup, ils se retrouvent pile à l'endroit mort du show. Et puis, c'est dommage parce qu'il aurait. Enfin, en même temps, c'est pas un échec complet. Hein, le public était quand même un minimum dedans. C'est ça, ça a marché quand même. On pinaille un peu là. Hein. On pinaille un peu, comme tu l'as dit. En plus, c'est un match qu'on a vu X fois. Ouais. Alors après, c'était un match qu'on a vu X fois, mais qui normalement, si l'autre glandu de Triple H ne fait pas n'importe quoi, devrait être le dernier, puisque normalement on a une équipe qui est à Raw, les Canadiens et Riddle, et une équipe qui est à SmackDown, les Usos et Solo. Je m'étais dit peut-être à la limite ils vont faire revenir Jey Haro par le biais du tournoi pour le titre. Rien du tout, spoiler non. Donc, vu qu'on vient d'avoir le listing, il n'est pas dedans. Donc non, c'est tout quoi. Je ne sais quoi dire de plus. C'est tout ça. C'est là, voilà, quand on tire une histoire en longueur, il peut se passer ces choses comme ça. Du coup, les mecs peuvent sortir le plus gros match de l'année. Si on est au milieu d'une histoire qui tire en longueur, ça arrive rarement qu'ils fassent des histoires aussi longues à la WWE, mais là, on voit des effets quand on a une histoire qui est un peu trop sur le long terme. Comme tu dis, au final, la Bloodline, elle participe pas du tout au tournoi pour le titre heavyweight, le nouveau titre heavyweight. Roman Reigns ne s'y intéresse pas visiblement. Solo Sikoa, il a pas le droit d'y participer non plus. Et les Usos encore moins.
Donc bah voilà, le titre il est vraiment voilà, alors, il y aura quand même les gens de SmackDown qui ont le droit d'y participer à ce tournoi, Mais pas eux. mais visiblement voilà, pas eux déjà hein, parce qu'ils sont trop forts et et puis bon bah ça a l'air d'être calibré pour être un gars d'Euro qui gagne hein. C'est pas le meilleur des moves de la WWE, à moins qu'ils nous préparent une grosse surprise, mais je pense pas. On va être un peu Perplexity. Mais avant Perplexity, faut aller à Suplexity. Ah, belle transition, magnifique. Ah, tout en totale improvisation. C'est notre main event, donc Cody Rhodes affronte Brock Lesnar. Alors pas de ceinture en jeu, hein, rien du tout. Souvenez-vous, le lendemain de WrestleMania, Cody Rhodes vient régler ses comptes avec Roman Reigns, hein, puisqu'il était passé à 2 doigts de la victoire, il y a eu grosse tricherie. Roman Reigns ne veut pas du match, il dit à la limite on peut faire un tag. Cody Rhodes, faut que tu te trouves un comparse, mais le mec qui viendra, il pourra pas prétendre au titre. Et donc on vous le rappelle, il y a un seul mec qui a pas le droit de prétendre au titre universel. C'est bien Brock Lesnar qui participe pas non plus au concours, enfin au tournoi pour le titre World Heavyweight. Voilà, donc Brock Lesnar se propose comme tag de Cody Rhodes, mais il va le trahir dans le main event. Mais avant que le match commence, il va défoncer Cody, mais alors très très violemment, à coups d'escalier, hein, etc. Il a 2 doigts de le tuer. On sait toujours pas pourquoi, mais au final, ce soir, on règle les comptes et ben ça démarre tout de suite parce que Cody Rhodes, il va sauter à travers les cordes alors que Brock Lesnar est encore en train de faire le tour du ring avant de monter. Et puis il va lui infliger la même correction qu'il avait eu le droit à Monday Night Raw, c'est-à-dire que Cody va sortir les chaises, il va prendre ce qui est sur la table des commentateurs là. Il va lui mettre des coups de chaise aussi, je crois. Bref, la totale sur Brock Lesnar avant que l'arbitre réussisse à les faire remonter dans le ring et à lancer la cloche. Et c'est parti pour un combat. Brock Lesnar, c'est quand même une montagne. Il va réussir à se défendre et à remettre un peu les pendules à l'heure en explosant un petit peu Cody Rhodes au sol. C'est parti pour la grosse bagarre. Cody Rhodes va réussir à placer deux Crossroads, mais Brock Lesnar s'en sortira au compte de 2. Il y a un F5 qui va être placé, mais Cody Rhodes va réussir à se relever. Et puis Brock Lesnar, surtout, il va se lancer dans le coin du ring. Un coin du ring qui avait été découvert par Cody Rhodes comme ça par hasard. Hein, il n'a pas fait exprès, Cody. C'était mal fixé, visiblement. Et Brock Lesnar va se prendre le coin du ring donc découvert, le morceau de ferraille directement dans le front. Et il va commencer à pisser le sang comme un gros cochon. On a un Brock Lesnar qui pisse le sang. Personne ne viendra nettoyer la plaie ou essayer de soigner ça comme ils le font d'habitude. Brock Lesnar a décidé de saigner ce soir. Il fait le blade job à l'ancienne. Donc ça continue. Il va réussir à placer une Kimura sur Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va réussir à contrer la Kimura par une espèce de petit paquet, hein, une espèce de roll-up. Bloquer les épaules au sol de Brock Lesnar. 1, 2, 3. Cody Rhodes qui vole le match. Qui surclasse niveau catch le bon Brock Lesnar. Il se sauve d'ailleurs Cody Rhodes assez rapidement. Brock Lesnar se retrouve un petit peu comme un con, la tête en sang. On lui offre une serviette quand même en récompense de ses efforts. Voilà. Je suis pas sûr que c'est prévu donc ce soit montré à l'écran qui s'essuie la tête à la serviette. C'était pas le plus bel effet. Voilà, Cody Rhodes qui rentre avec une énorme pop, hein, évidemment. Brock Lesnar qui fait le job. 9 minutes 45 de match, donc on est un peu plus que la moyenne habituelle des matchs de Brock Lesnar. Victoire de Cody Rhodes de justesse. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de ce main event, mon papy? Je ne sais que dire. C'était un bon. Alors, je suis partagé parce que c'est à la fois un bon main event. Il a duré combien de temps? 9:45. 9:45, moins de 10 minutes. C'est un bon. Alors, je suis partagé parce que je pense que c'est pas encore le top de ce que peut faire Brock Lesnar, mais certainement qu'ils ont gardé sous le pied. Moi, je pense que n'en a pas fini avec ces deux-là.
Ouais. Parce que de toute façon, je l'avais imaginé la victoire en roll-up de Cody pour justifier la suite. Bah voilà, elle est venue. Comme ça protège un peu l'invincibilité de Cody et en même temps, ça protège Lesnar qui se prend pas une défaite directe par Cody Rhodes. Alors, je pense que ça aurait été catastrophique. Mais en même temps, ils ont quand même plutôt bien rythmé le match. Ouais, c'était un Lesnar bon match aussi. voilà, le match est plutôt bon. Lesnar a fait le job, quoi. Il a Ouais. fait plus que le job en s'éclatant la tête dans le bout de métal. C'est du Lesnar. De toute façon, c'est là où tu vois la différence quand même avec certains, c'est que lui, il y va à fond. Il va pas longtemps, mais par contre, quand le peu de temps qu'il y a, tu t'en as pour ton argent, quoi. Il t'arnaque pas. Ouais, clairement. Et c'est là, enfin, franchement, je trouve toujours comme il y a des gens qui disent: «Ah, on en a marre de Lesnar, tout ça». Je dis: «Mais attendez les gars, un mec, pro comme lui, faut ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval là, c'est vraiment exceptionnel de le voir à chaque fois et moi si j'avais été, portoricain, Bah, les mecs j'aurais qui été étaient ravi sur de voir place, Lesnar quoi. bah Bah ouais, oui, oh là là. Mais bon, donc voilà, donc un bon main event. Je pense pas le match de la soirée du fait que, par définition, je pense pas que ce soit un match final et donc du coup, ça a pas eu toute l'émotion que ça aurait pu avoir. Mais par contre, ils ont fait il a fait le taf et bravo, Brock, tu restes un grand chouchou, par ton travail. Ouais, chapeau. C'est s'ouvrir le crâne comme ça en se jetant sur le coin du ring. Voilà, ça nous change des blade jobs de la All Elite Wrestling là et de John Moxley qui saigne à chaque match là. Il fait une Crimson Face à chaque match, mais voilà, 2 fois sur 3, tu le vois s'ouvrir le front avec La lame de rasoir. avec la lame de rasoir face caméra. Voilà. Mais Lesnar, C'est c'est soit c'est un champion comme du blade job sans lame de Hmm, rasoir quand même. Entre exactement. ça ou les fois où il ouvre le crâne à base de coups de coude, ça reste une brutasse quand même, hein. Ouais, on se souvient du match avec Orton qui avait dû être arrêté parce qu'il y avait, on était dans une piscine de sang après qu'il ait ouvert Orton à coups de coude. Hein. C'était c'était du coup du grand Lesnar, hein, moi j'ai envie de dire. Cody Rhodes qui continue son histoire. Bon an mal an, qui reste encore très populaire. Donc ça va, ils s'en sortent bien hein, avec Cody Rhodes qui continue à avoir la pop stratosphérique du public hein, grâce aussi à son theme song hein, qui est quand même super efficace. Voilà, on regrettera peut-être que ce main event n'était pas soit le main event de la soirée hein, au final. Ouais. Mais ça reste un bon match, ça reste une grosse prestation de Lesnar, puis un Cody Rhodes qui tient bien son rôle de babyface. C'est vrai que, puis c'était assez graphique, hein, c'est ce Cody Rhodes qui est maculé du sang de Lesnar là. C'est pas tous les soirs qu'on a ce type d'image hein, qui ressort d'un PLE. Hein. Alors je dirais pas que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas eu un blade job, mais c'est assez rare quand même. Non, mais c'est comme tu disais, hein, c'est ça qui fait sa valeur, c'est que ce soit quelques fois par an. Voilà. Ouais, bah oui, il faut pas Faut pas que ça soit abuser. plus, hein. Exactement. Ça, là, on a vraiment eu. Je veux dire, on n'attendait pas du tout le PLE. Au final, la carte sur le papier, il n'y avait rien d'emballant. Mais ils ont mis ce qu'il fallait où il fallait. Enfin, sauf sur la manière d'enchaîner les matchs, on va dire. Mais chaque match avait une spécificité qui a fait que on s'est pas ennuyé à chaque match, quoi. Il n'y a pas eu vraiment Oui, de temps oui. mort, hormis peut-être celui de la Bloodline, mais il y avait quand même une histoire dans le truc de la Bloodline qui fait qu'on est resté accroché quand même. Et puis vu les talents dans le ring, ça reste un très bon match. On pinaille là, on pinaille. Voilà, donc c'est l'heure du mot de la fin, hein, tout simplement. Mon papy, on a fait le tour de ce pay-per-view. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on avait quand même eu Biggie qui était dans une pub pour le truc, leur application de Paris là. Ouais, que je trouve toujours comme super tendancieux, moi, de faire des paris sur un truc scripté, mais bon, Ouais, il y a des gens qui aiment bien. c'est les États-Unis, hein. C'est ça. Tu paries sur le scénario. On était content de revoir Biggie, mais moi j'ai vu au fond de ses yeux hein, qu'il était mort à l'intérieur quand même. Hein. Le pauvre. J'ai vu surtout qu'il était en partenariat avec Bobby Lashley, quoi. Ouais, C'était une drôle c'est ça. d'association de Biggie et Je sais, Lashley. je sais pas quel est le point commun entre les deux. Mais bon, ils aiment bien jouer au jeu, sûrement. Voilà, c'est des gamers.
C'est des gamers les deux. Voilà, je sais plus, il y a eu d'autres pubs aussi, notamment avec Butch et Ridge Holland. Celle-là, je l'ai pas eu, elle m'était coupée à mon montage. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas eu. Ouais, il menait l'enquête sur un peu les gens de la WWE et Butch avait notamment dans son enquête découvert que Homo c'était grand. Ah bah c'est bien. Hein, ouais, bon boulot. Mais ils je vont se sais mettre plus à ce la qu'ils vendaient. comédie. Ah, ils vendaient leur une boisson énergisante. Voilà, qui se mettent à la comédie, c'est très bien. Voilà, bon bah le mot de la fin. Alors il faut comme un top, un flop et une note. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Je garde le flop pour après parce que c'est compliqué. Le top, je vais le donner du coup au Bad Bunny versus Damian Priest. Ouais, ça mérite. Ça aurait pu être le main event. Je pense que en fait, j'ai fait mes petites notes dans mon coin et je l'avais mis à égalité avec le match de la Bloodline, mine de rien. Mm-hmm. Mais par contre, parce qu'il était vraiment très bon en ce match de la Bloodline. Par contre, en termes d'émotion, le Bad Bunny versus Damian Priest avec son overbooking, over the top, et puis l'histoire qui est racontée tout du long, quoi, avec Priest finalement qui peut finir le match en 2 minutes et puis qui se fait avoir sur la longueur parce que il a été trop présomptueux. Puis il y a tout Porto Rico, même Porto Rico et le Mexique qui se mettent contre lui, donc il est vaincu. Donc rien que pour ça, et puis la bonne surprise de Bad Bunny qui s'est bien tenu, donc rien que pour ça, je lui mets mon top. Mon flop, du coup, c'est compliqué parce que c'est à la fois j'ai les matchs qui sont moins bons, je les ai là sous les yeux. Mais de l'autre côté, ça me fait mal au cœur de leur mettre des flops, alors que ça reste comme des matchs qui sont la bonne moyenne, quoi. Donc, il n'y a rien qui a floppé, hein. Enfin, ouais, c'est ça. Si tu voulais mettre un flop, alors soit tu pourrais mettre la Bloodline, peut-être parce que, mais non, tu peux pas faire ça. Non, je vais le donner à Triple H, voilà. Triple H, Voilà. qui s'est gouré sur. Pour l'ordre de la carte. Ouais, pour l'ordre de la carte qui pour moi était pas adapté. Parce que sinon c'est sûr que Seth Rollins, Omos et Zelina Vega et RIP c'est en dessous en termes de qualité, mais ça me fait mal de leur filer un flop alors qu'ils ont quand même vu les qualités du matériel de base qui était faiblard de côté Omos et Zelina, ils ont quand même assuré. Donc je vais pas leur donner le flop et je vais le donner le flop à l'ordre de la carte. Et à mon ami Triple H, de toute façon, il faut que je lui donne au moins un flop par semaine, sinon je me sens pas bien. Et ma note, on est dans le en fait, Backlash, c'est le show historiquement qui est la suite de WrestleMania. Et je vais lui donner du coup la même note qu'à WrestleMania, puisque je vais donner. Et je sais qu'on va me dire ah tu donnes dur, mais bon en même temps c'est mon système de notation. Je vais lui donner un 3,75, qui est pour moi le top des notes pour des PLE. D'accord, ok. Mais quel est ton système de notation? Il faudra nous le dire, Joe. Tu fais une moyenne? J'ai fait une moyenne en notant chaque match individuellement en fait. C'est pour ça. C'est plus sérieux que moi qui le fais au doigt mouillé, hein, comme on dit. Ça va être difficile cette histoire. Le top, comme tu l'as donné toi, Bad Bunny Priest, je vais me permettre de le donner à Yoskai. Permets-toi. Voilà, qui a vraiment fait un match phénoménal. Moi, j'étais ravi par cette prestation. Voilà, j'espère que y a des choses prévues pour elle, mais je n'en doute pas. Non, effectivement, Damian Priest, mérité aussi. Hein. Le flop, alors je sais pas à quoi je peux donner le flop. Je vais le donner à l'absence de Primo et Pico. J'allais te le dire. Los Colons, qui quand même méritait d'être là, bordel, ils ont jobé pendant des années à la WWE. Quand j'ai vu Carlito arriver, je suis j'espère qu'ils vont arriver derrière. Mais non, ouais, ça aurait été sympa d'avoir aussi. Je crois qu'ils sont frangins ou cousins de toute façon. Tout ça, c'est la famille Colons. Primo, c'est le frangin et Pico, c'est le cousin de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est toute la famille Colon. Les enfants de Carlos Colon, hein, je crois, qui était un des plus grands champions ever, des plus gros stars de Puerto Rico. On voit qu'il y a encore de la pop pour Carlito. Hein. Il était déjà passé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais il n'était pas resté. Je pense pas qu'on le reverra non plus. Je sais pas pourquoi ils veulent pas le garder, Carlito. Moi, j'aime bien. Hein. C'était un mec plutôt cool, tout comme les Colons, qui était quand même sympa, même s'il faisait que jobber.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Une note? Moi, je vais monter à 4. Hein. Mais monte à 4. Voilà, hein, c'est au feeling, mais voilà, comme il y a eu un petit coup de mou à la fin, surtout après l'immense prestation de Bad Bunny et Damien Priest, mais il y avait tellement une ambiance de feu pendant tout le match, et puis ils ont tous, on n'a pas eu de match féminin pourri comme on a des fois, comme on en a souvent l'occasion quand il y a des Shotzi ou des Natalia ou des Shayna Baszler qui sont dans le coin. Pas de match approximatif. Les 2 matchs féminins, ils étaient très très solides. Seth Rollins Omos, c'était parfait. Le triple frit pour le titre US, c'était un peu court, mais au moins il y avait rien acheté non plus. Voilà, puis le reste c'était assez monumental. Un grand Brock Lesnar, donc je sais pas, il y a rien à redire. Moi, je trouve sur ce PLE qu'on n'attendait pas. Encore une fois, hein, on pensait que c'était calibré pour Puerto Rico. Qu'on allait avoir un truc petit pied, c'est pas la mouvance en ce moment à la WWE. À chaque fois qu'ils vont quelque part, faut qu'ils pètent la baraque. Donc on espère que ça continue sur cette lancée. Ouais, attends, il y a en plus un Money in the Bank qui arrive là à Londres. Ouais, qui va être énormissime, hein. J'espère bien. Je pense qu'il va être place. Voilà, j'allais dire, il y aura peut-être quelques membres réunions de catch-up sur la bande, c'est pas. On sait pas, c'est possible, hein, mais voilà, l'intérêt à être là, le spectacle. Qui merde le truc à Jeddah. Trop de joules, ouais, voilà, ça c'est pas grave, hein, mais derrière il faut assurer pour le Money in the Bank, hein, les enfants. Donc voilà, c'est une très belle soirée WWE qui est en grande forme pour ce qui est des PLE. Hein. On s'inquiétait un petit peu de savoir si Triple H allait passer le test du PLE. Bon, il y a eu une petite anicroche dans le fait où il a un peu mal booké sa carte. Mais bon, on n'est pas Vince McMahon qui veut. Hein. C'est pas. Après, il a quand même, hormis quelques ratés, moi j'ai trouvé le Rumble qui était pas ouf et Extreme Rules en dernier, fin de mémoire, bref. Il arrive quand même à bien tenir ses PLE jusqu'à présent. C'est ça. Ça fait partie des réussites. Et si on peut citer d'autres réussites, tu disais on n'était pas emmerdé par les filles. Il y a eu comme 2 matchs féminins dans la soirée et qui ont tenu la route. Donc, c'est suffisamment rare pour le souligner. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que justement, en parlant des matchs féminins et en parlant de Bad Bunny, etc., c'est que quand ils font l'effort de faire travailler les gens à l'avance, de bien répéter le truc et tout, ils arrivent à sortir des trucs. Alors, faut juste arrêter ce qu'on nous fait de temps en temps, c'est-à-dire de nous faire des matchs où on laisse les gens libres. Allez, faites-vous plaisir alors qu'ils n'ont pas le talent, quoi. Donc, les gens qui n'ont pas le talent, tu les bordes, tu leur fais un truc réglé au poil de cul, puis après, ça déroule. Exactement. Et bon spectacle parce que surtout si tu les mets en face de gens compétents, quoi. C'est ça. Ils ont pas mal de gens compétents, hein, dans le roster. On l'a vu, et puis il y a 2-3 qui se sont révélés. Hein. Je pense là, il y a Io Sky et Damien Priest. On voit que c'est des ring managers aussi, hein, des ring générales, un peu comme on dit. Hein. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour aller encore plus loin. Il y avait un petit côté, encore une fois, NXT TakeOver de la grande époque, je trouve. Maintenant, le fait est qu'il y a plus de matchs dans ces cartes-là, donc c'est toujours plus dur d'avoir un truc qui tienne la distance jusqu'au bout. Si c'est trop long, ça va pas. Mais on voit qu'il s'applique à chaque match, un peu avec le traitement de TakeOver, avoir une histoire, un truc qui est raconté, effectivement, des gens qui sont bordés et qui font pas ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, est-ce que des fois dans les PLE comme ça, il faut pas aussi des matchs un petit peu pour faire baisser la pression? Ça va être la question dans les PLE qui viennent, s'il veut avoir la formule. L'équilibre, hein, je pense. Mais bon, là, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Si tu as vu Seth, en fait, tu mettais Seth Rollins Omos en avant dans l'image, par exemple. Ouais. Je pense que ça aurait permis de souffler un peu parce que même si le match a été plutôt bien foutu, c'était comme pas le même investissement que les autres, quoi. Et après, il faudra avoir une carte où il y a vraiment un titre suprême qui est en jeu. Hein. Parce que là, il n'y avait pas de titre suprême aussi. Hein. Tu fais un finish Brock Lesnar, Cody Rhodes avec un titre en jeu. Ça grincerait des dents. Voilà. Ça grincerait des dents un peu plus, hein, je pense. Hein. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, on s'est bien marré à Puerto Rico. On y retournera. Hein. Ça nous fera des miles un petit peu pour
Même si ça se fait plus trop de prendre l'avion, nous on est bien Mais obligés si, on pour. s'en fout, le catch est Oui. là pour polluer la planète. Oh, Bah oui, de toute façon, on va pas rester vivant des millions d'années non plus. voilà, Faut on bien que ça laisse, s'arrête l'humanité à un moment donné. que les bouffeurs de graines gardent leur vie triste et nous empêchent pas de regarder notre catch préféré. C'est ça. Allez, on trinque avec notre coca et on va aller se chercher un burger. Bah mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Beh, merci à toi, Ringside, de m'avoir invité dans cette ambiance chaude portoricaine. Ouais, Philippine. on a laissé les fenêtres ouvertes là, parce qu'on n'aime pas trop la clim nous. Mais il fait bon à Puerto Rico, il fait bon vivre. Alors je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, même sur certaines qui sont mauvaises, j'ai vu. Ouais, bah, Et malheureusement, on est obligé de faire dans le social. c'est ça, bon, ne nous en voulez pas. On est sur YouTube, on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter, c'est @catchupcdc. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Dites-nous un peu ce que vous avez pensé de Backlash. Mettez-nous ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Cody Rhodes et Brock Lesnar c'était à sa place en main event? Est-ce que vous avez peut-être que vous avez trouvé des faiblesses à ce PLE qu'on n'a pas ressenti nous? Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et puis partagez à vos amis aussi. C'est gratos de toute façon, que vous vous abonniez ou pas. C'est toujours gratos catch-up. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite. Donc la suite, ce sera Monday Night Raw, le début de ce tournoi Heavyweight. Voilà ce qu'on vous annonce pour les prochaines émissions. Restez branchés. Mon bon papy, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao, bye bye. Salut à tous! On n'a pas donné les résultats du prono, mais moi je peux te dire à 6 ou 7 matchs près, j'avais le perfect.